Amis du cinéma, bonsoir. L'année 1993 est une année rude pour les amateurs de cinéma. Non pas car c'est l'année de naissance d'Adèle Vincent Lacoste, mais le cinéma a perdu à la fois des stars comme Audrey Hepburn, Vincent Price, Federico Fellini, mais aussi des futurs grands qui auraient pu avoir une grande carrière. Cyril Collard, le réalisateur des Nuits Fauves, ou voilà, ou surtout celui qui nous intéresse aujourd'hui, Brandon Lee. Fils d'un des plus grands acteurs d'arts martiaux, Brandon Lee trouve la mort sur le tournage de The Crow d'Alex Proyas. Je n'entrerai pas dans les détails de sa mort, il y a controverse, mais selon la thèse la plus communément admise et la plus probable, une balle fictive, factice plutôt, serait restée dans le canon et une balle à blanc l'aurait mortellement débloqué. Voilà, c'est parti. Il reste que le tournage n'est pas encore terminé, qu'il est décidé avec l'accord de la sœur du défunt, donc Brandon Lee. Brandon Lee, donc la sœur c'est Shannon Lee, aussi actrice. On la retrouve d'ailleurs plus tard dans le film Blade, qui est sorti en 98 avec Wesley Snipes, et militera fortement pour que les acteurs apprennent à manier les armes. On en reparlera plus tard d'ailleurs. Il est décidé donc de continuer le film avec une version numérique de Brandon Lee, donc utilisée avec parcimonie. Le film The Crow, qui sortira en 94, l'année suivante, est un succès public et critique. Le réalisateur Alex Proyas parvient à créer une atmosphère à cette adaptation. Le film The Crow, qui est l'adaptation des comics de James O'Barr. Et là, j'ai même pas encore commencé de parler du film qui fait le titre de la vidéo. Donc je vais devoir encore faire une autre aparté. Donc James O'Barr a écrit la série The Crow suite au décès de sa petite amie tuée par un chauffard. Vous imaginez bien que c'est super jouasse. Écrit en 80, ce n'est qu'en 88 qu'il trouve un éditeur, donc pour une parution en 89. Le succès ne sera que d'estime, il y a eu 4 petits numéros et s'en vont. Ce n'est qu'après le succès du film et le succès qu'on reprendra les comics et qu'il y aura toute une flopée de mini-séries à la qualité variable. Fin de la parenthèse et retour au film. Hawks Films même. The Crow 94 est donc un succès. L'histoire, c'est celle d'Eric Draven, dont la petite amie est tuée par une bande la veille de leur mariage. L'histoire est tragique. Le corbeau, passeur d'âme, décide de s'en mêler et de faire revenir Eric d'entre les morts afin que celui-ci assouvisse sa vengeance. S'en suivront 3 films avec des personnages différents, mais toujours ce corbeau qui permet la vengeance d'un amoureux dont la femme a été assassinée. Ceux-ci sont d'une qualité décroissante, allant du plutôt pas mal. Alors, The Crow, la Cité des Anges avec Vincent Pérez, Mia Kirchner et même Iggy Pop en loupard. Au nul avec The Crow 3 Salvation, avec une jeune Kirsten Dunst qui sort tout juste des Virgin Suicide, donc encore un film joyeux. Et pour finir, The Crow Wicked Prayer, qui a eu le bon goût de ne pas sortir en salle, mais avec un casting que seuls les fans de Nana peuvent apprécier. Donc Edouard Furlong, Tara Reid, David Boreanaz, Danny Trejo et même Denis Hopper. Citons également une série The Crow Starway to Heaven qui n'a rien à voir avec Led Zeppelin. Donc 22 épisodes menés par un Marc Dacascos qui s'en sort plutôt bien malgré un rythme un peu chiant. 30 ans après le premier film, il y a un exécutif du studio qui a dû se dire que cela serait une bonne idée de faire un remake du premier. Voilà, rire. Non. Cette fois, Eric Draven est un jeune mal dans sa peau, bardé de tatouages, qui a comme trauma d'avoir assisté à la mort de son cheval préféré, tué par une attaque de barbelés pendant que sa famille roupillait agréablement sous l'égide du Saint-Pastis. Bon, je suis mauvaise langue, il y a des plans qui arriveront bien plus tard qui suggèrent qu'il a aussi foutu le feu à sa baraque avec des gens dedans. Mais sa chair est traumatisée par les barbelés du cheval. D'ailleurs, il a dû sacrément enfler pour avoir un truc pareil. J'ai déjà croisé des barbelés, j'ai pas ça. C'est en hôpital psy qu'il rencontrera Chéri et fera une fugue parce que c'est son amour véritable, un coup de foudre hyper rapide. T'as une aura, toi, t'es cassé, et je rajoute même pas parce que c'est comme ça qu'ils se font la drague. Chéri qui fuit car elle a été témoin des activités d'un démon qui salit des âmes afin de rester sur Terre. Le pacte basique, quoi. Et déjà, vous avez la première enculade. Si dans l'original, on n'y avait pas besoin d'avoir un méchant démon fantasque, la méchanceté humaine étant suffisante pour créer une situation tragique. On se retrouve avec une dénaturation totale de l'original. La tragédie est moindre, puisque c'est juste les dessins d'un méchant démon qui est la cause de la mort du couple. Et d'un corbeau qui n'est plus là par mansuétude pour aider,
mais pour établir l'équilibre, parce qu'il y a un méchant à Ossir, nom de nom. C'est donc un bad boys de prise unique qui nous est offert, le corps recouvert de tatouages dont la plupart sont sans histoire. Et Gerby qui gueule derrière. Juste pour couvrir et faire bien. Surtout que l'aura mystique en prend un coup quand tout est expliqué par un Sami Bouagila dans le rôle de Chronos, aka celui qui explique. Donc c'est la version Morgan Freeman de Lidl. Quant à l'image, j'ai lu par-ci par-là des références à Evanescence, mais nous sommes plus sur la version Witch. Un truc du genre Paramore. C'est une bouillasse numérique avec une mention spéciale à l'entremonde, avec cette gare de triage délabrée. Oui, c'est un carrefour entre les mondes, ne te trompe pas de voix. Merde. Si on peut reconnaître un final bien saignant, il est dommage que cela ne soit que de la violence graphique. Et le tout avec un sable. Car oui, je vous avais dit que j'allais revenir sur l'utilisation des armes à feu, mais parce qu'il ne fallait prendre aucun risque, aucune arme à feu n'a été utilisée sur le tournage. Et ça se voit. C'est simple, soit c'est du numérique dégueulasse, soit c'est du gros airsoft, soit c'est un sabre. Parce que le sabre, on a le droit, c'est moins dangereux. Ça a dû se sentir que j'ai pas aimé. Bon, ouais. Je me rends pas compte, et en plus c'est qu'à moitié surprenant quand on sait qu'à la réalisation, il y a un pur tâcheron. Un yes man, comme on n'en fait presque plus. C'est simple, son premier film c'est Blanche-Neige et les chasseurs. Son second, c'est la version de Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson. Bon, on dira ce qu'on voudra, mais cela restera des produits pas nuls, mais clairement sans âme. Oui, même Ghost in the Shell, dont c'est le thème. Et le problème de The Crow, c'est que tu sens le film qui doit cocher toutes les cases de la tragédie gothique, mais pas aller trop loin non plus. C'est bourré de violence acceptable, là où dans l'original, le film était sale. La femme s'y faisait sauvagement violer. Ici, point de tout ça, l'héroïne est une jeune noire chanteuse, forcément. Les jeunes femmes noires savent toutes chanter quand elles sont jolies, qui ne se remet pas d'avoir commis un crime sous influence. Influence d'un bon gros blanc libidineux fleurant bon le patriarcat. C'est un film pour les jeunes de moins de 25 ans, foutant rarement les pieds dans une salle de cinéma en mal d'intention et mal dans leur peau. Grosso modo, un film pour les tweetos de X. Bref, fuyez.